Bienvenue à la capsule d'information sur le nouveau programme Participation culturelle dans les quartiers. Mon nom est Isabelle Guay, je suis commissaire à la culture dans l'équipe du soutien au développement culturel du Service de la culture de la Ville de Montréal. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au programme. C'est un immense plaisir de vous le présenter. Avant de plonger dans les fins détails du programme, on va vous présenter brièvement son contexte, son positionnement et ses objectifs, en plus de s'attarder aux arrondissements montréalais et à la notion d'équité territoriale. On va ensuite regarder attentivement l'ensemble des modalités relatives au dépôt d'une demande de soutien financier, vous présenter le processus d'évaluation des dossiers et vous donner un aperçu du calendrier. Les différents outils disponibles ainsi que les occasions d'accompagnement et de réseautage vous seront aussi présentés. Pour finir, on va vous transmettre toutes les informations pratiques qui pourraient vous être utiles. Participation culturelle dans les quartiers est un programme rendu possible grâce à l'Entente de développement culturel de Montréal 2024-2027, conclue entre la Ville et le gouvernement du Québec. Il s'agit d'un programme multisectoriel qui remplace 5 anciens programmes de soutien financier. Ainsi, les OBNL, peu importe leur secteur d'activité ou le type de projet réalisé, déposent maintenant tous au même programme. D'entrée de jeu, voici quelques nouveautés proposées par le programme Participation culturelle dans les quartiers. Alors, tout d'abord, on a maintenant une voie spécifique pour les organismes qui n'ont jamais reçu de financement du Service de la culture de la Ville de Montréal. C'est une voie qui est assortie d'un programme d'accompagnement personnalisé. On a aussi un volet pour soutenir des projets d'expérimentation qui permet de tester différentes nouvelles façons de faire. On a des possibilités variées d'échelles de financement qui sont en adéquation avec les exigences de dépôt et de reddition de comptes. Un processus d'évaluation qui a été révisé, qui privilégie l'évaluation par les pairs et finalement, plus d'accompagnement, plus d'outils, d'opportunités de réseautage afin de contribuer à la qualité des projets déployés sur le territoire et favoriser les collaborations. Le programme Participation culturelle dans les quartiers rend possible la réalisation d'activités culturelles qui enrichiront la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Il favorise l'accès et la participation active pour contribuer au tissu social de quartiers vivants, durables, inclusifs et résilients. Il valorise le rôle fondamental de l'art, de la culture et du patrimoine dans le quotidien en permettant de faire vivre une expérience culturelle enrichissante et diversifiée dans tous les quartiers, de stimuler l'intérêt pour l'art, la culture et le patrimoine, de développer une meilleure connaissance des différents patrimoines qui nous entourent, d'améliorer la qualité de vie par le développement d'habiletés artistiques et sociales qui seront réinvesties dans toutes les sphères de la vie, et finalement, d'expérimenter de nouvelles façons de susciter la participation culturelle citoyenne. Fondé sur les principes d'équité, de diversité et d'inclusion, le programme vise à ce que tous et toutes partagent le même droit d'être à la fois spectateurs et acteurs de la culture, d'y accéder et d'y participer. Il favorise l'équité territoriale en portant une attention particulière aux réalités de chaque quartier, notamment ceux reconnus comme plus vulnérables. Les projets déployés agissent tant sur l'individu que sur la collectivité, en devenant un puissant révélateur de la diversité. À la lumière de ce qui vient d'être nommé, le programme a deux objectifs généraux, soit de renforcer la participation culturelle des Montréalaises et des Montréalais sur l'ensemble du territoire, de renforcer le dynamisme des communautés locales et la vie de quartier par l'art, la culture et le patrimoine. Ces grands objectifs se déclinent en différents objectifs spécifiques. Augmenter la diversité des organismes et augmenter la diversité des projets financés, augmenter la diversité des personnes qui participent au projet, maintenir la qualité des projets qui sont financés, renforcer l'adéquation entre les projets et les personnes participantes,
augmenter les collaborations et la mutualisation entre les différents acteurs sur le territoire et répartir plus équitablement les projets soutenus sur le territoire de la ville. À cet effet, quand on parle de territoire montréalais, on fait référence aux différents arrondissements qui, collectivement, créent le tissu urbain de la métropole. Donc, d'est en ouest, du nord au sud, Montréal compte 19 arrondissements. Il est évidemment souhaité que les citoyennes et les citoyens de chaque arrondissement puissent bénéficier d'une offre culturelle et surtout participer à des projets qui se déploient dans leur milieu de vie. Afin de favoriser une répartition territoriale plus équitable des projets soutenus, nous avons analysé les arrondissements à la lumière de différents indicateurs qui nous ont permis de déterminer quelle proportion des projets soutenus devait se dérouler dans chacun des arrondissements. À noter que dans le cadre du présent appel, vous pouvez proposer des projets qui se déroulent dans 1, 2 ou 3 arrondissements différents maximum. Voici une carte qui nous présente la distribution des 19 arrondissements sur le territoire de la ville de Montréal. J'attire votre attention sur les arrondissements qui sont situés plus loin du centre et qui, pour différentes raisons, n'ont pas accès à une offre culturelle aussi dynamique qu'au centre. Les indicateurs choisis pour analyser les arrondissements nous permettent d'assurer une meilleure équité et d'éviter qu'une trop forte concentration de projets soutenus se déploie dans les quartiers centraux. Les indicateurs utilisés sont la population globale, l'immigration, l'indice d'équité des milieux de vie et l'éloignement géographique du centre. Ces différents indicateurs nous ont permis d'attribuer à chaque arrondissement une pondération représentative de leur réalité. En voici le détail. En fonction des indicateurs, les arrondissements Quartier-Ville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension et Saint-Laurent devraient accueillir une plus grande proportion de projets. Tandis que les arrondissements de Rosemont, Petite-Patrie, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord, La Salle, Ville-Marie, Saint-Léonard et le plateau Mont-Royal, une proportion moins grande, soit autour de 5 à 6 des projets soutenus. Tandis que la distribution des projets devrait être moins significative dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxborough, Sud-Ouest, Verdun, La Chine, Anjou, Île-Bizarre, Sainte-Geneviève et Outremont. Donc, par exemple, si nos enveloppes budgétaires nous permettaient de soutenir 100 projets différents, on voudrait idéalement avoir 10 projets dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, 5 projets à Saint-Léonard et finalement un projet à l'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève, ce qui nous permettrait d'assurer une distribution des plus équitables. Évidemment, cette pondération, cette répartition est un idéal à atteindre, ce vers quoi on tend, mais on va le voir plus tard, cela va dépendre des projets déposés pour chacun des arrondissements et de leur évaluation. Un pourcentage ne pourrait ne pas être atteint si le nombre suffisant de projets n'était pas déposés dans un arrondissement ou si les projets déposés ne répondaient pas adéquatement aux critères d'évaluation. Au contraire, si les enveloppes le permettent, un pourcentage pourrait être dépassé si beaucoup de projets étaient déposés dans un arrondissement et qui répondaient fortement aux critères d'évaluation. Je vous invite donc à sortir de vos habitudes et à imaginer des projets qui se déploient à l'extérieur du centre. Plongeons maintenant dans le cœur du sujet. Le programme comporte 3 volets distincts, ligne de départ, participer et expérimenter. Nous verrons dans un instant les particularités de chacun des volets, mais tout d'abord, voici ce qui s'applique à tous les volets du programme. Premièrement, il va sans dire que les projets doivent se dérouler sur le territoire de la Ville de Montréal. Les projets en médiation culturelle, en loisirs culturels et pratiques artistiques amateurs, en mise en valeur des patrimoines et en créativité numérique sont admissibles, ainsi que toutes les disciplines, incluant les formes émergentes liées aux pratiques artistiques, culturelles ou patrimoniales. Ainsi, si vous avez déposé un projet dans les anciens programmes, il devrait fort probablement encore être admissible. Plus précisément,
Le volet ligne de départ s'adresse à des OBNL n'ayant jamais reçu de soutien financier du service de la culture de la Ville de Montréal. Il vise le soutien de projets de participation culturelle pour donner accès à l'art, à la culture et au patrimoine à la population montréalaise dans toutes ses diversités. Les objectifs spécifiques de ce volet sont d'offrir une première expérience et de se familiariser avec le processus administratif des programmes de soutien du service de la culture et de permettre à la Ville d'approfondir sa connaissance des organismes locaux et leur rayonnement dans les quartiers. Les organismes qui seront soutenus dans le cadre de ce volet spécial pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui comprend notamment une rencontre de démarrage collective, un suivi individualisé des projets soutenus et finalement une rencontre de bilan également collective. L'accompagnement de ligne de départ pourrait être octroyé à un maximum de 10 nouveaux organismes. Un volet qui s'adresse à tout le monde, c'est participer. Donc, participer s'adresse à la fois aux nouveaux OBNL comme aux habitués. Donc, comme pour ligne de départ, le volet participer soutient les projets de participation culturelle pour donner accès à l'art, la culture et au patrimoine. Les objectifs de son volet sont de permettre l'expression artistique et culturelle des individus et des collectivités, de mettre en valeur des patrimoines matériels et immatériels, de mettre en valeur la mémoire des collectivités et leur histoire, de favoriser la découverte et la transmission artistique, culturelle et patrimoniale, d'encourager la participation artistique, culturelle, patrimoniale active, ainsi que l'engagement des individus et des collectivités. Et finalement, susciter l'échange autour de contenus artistiques, culturels et patrimoniaux. Pour sa part, le volet expérimenté soutient des projets qui permettent de tester des concepts, des stratégies ou des avenues pour améliorer les façons de faire, s'adapter à des nouvelles réalités et augmenter la portée et le succès des actions. À terme, les projets soutenus enrichissent les propositions de projets visant la participation culturelle. En gros, on se donne le droit d'explorer, d'essayer des choses, tout en se donnant le droit à l'erreur, mais surtout en se donnant une occasion d'apprentissage. Les objectifs spécifiques du volet sont d'encourager l'accompagnement, le mentorat, le transfert d'expertise afin de développer des nouvelles compétences, de renouveler les pratiques et les approches pour stimuler la participation culturelle, de favoriser les partenariats, les collaborations et les maillages, et finalement de stimuler le co-développement, la mutualisation et la gouvernance locale participative. Il est important de noter que les partenariats sont obligatoires pour ce volet et que l'OBNL soutenu devra mettre en place des actions d'évaluation de son projet. Pour cette évaluation, des outils lui seront fournis. Ils seront partagés avec les OBNL subventionnés au volet expérimenté au moment de l'octroi de la subvention. De manière générale, il faut garder en tête que le programme Participation culturelle dans les quartiers est dédié au soutien au projet et non au fonctionnement ou à la mission. Toutefois, certains types de projets ne sont pas admissibles. Voici quelques exemples. Donc, tous les projets récurrents qui sont inscrits dans la programmation régulière ou annuelle de l'organisme ne sont pas admissibles, ainsi que les projets de création, de production ou de diffusion d'œuvres artistiques professionnelles, à l'exception d'œuvres qui contribuent à la mise en valeur des patrimoines. Tous les projets soutenus par d'autres programmes, soit au niveau municipal ou provincial, ne sont pas admissibles. Par exemple, les fêtes de quartier, les festivals, les événements, les expositions permanentes, des projets de rénovation, de construction et toutes les activités ou projets réalisés par des établissements scolaires ou des bibliothèques municipales. De plus, tous les projets de loisirs qui ne sont pas culturels ne sont pas admissibles, ainsi que les activités promotionnelles ou de collecte de fonds, les projets de sites web, tout gala, remise de prix
ou toute activité qui se déroule sous la forme de concours. Les premiers critères d'admissibilité à considérer sont la constitution de l'organisme et le lieu de son siège social. Ces critères s'appliquent aux 3 volets du programme. Donc, l'organisme doit, à la date de dépôt de sa demande, déjà, il doit être enregistré depuis plus 1 an et plus et être constitué sous l'autorité de la partie 3 de la loi sur les compagnies du gouvernement du Québec ou régi par la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Ou finalement, l'organisme doit être constitué comme une coopérative de solidarité qui est exploitée à des fins non lucratives. L'organisme doit avoir son siège social sur le territoire de la Ville de Montréal et, pour les volets participés et expérimentés, se rajoute l'obligation d'avoir respecté ses engagements ou ses obligations relatives à un précédent soutien financier du service de la culture. Pour le volet dédié aux organismes n'ayant jamais reçu de financement du service de la culture, soit ligne de départ, les organismes admissibles sont les suivants. Donc, tout organisme artistique, culturel, de loisirs culturels et de pratiques artistiques amateurs, les musées, les organismes spécialisés en patrimoine, les sociétés d'histoire et tous les organismes liés aux industries créatives sont admissibles, ainsi que les organismes communautaires et d'intervention sociale. Donc, pour être admissible, l'organisme ne doit pas être subventionné pour un montant annuel totalisant 750 000 ou plus en provenance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Les subventions accordées à la mission et au projet de tous les ministères, de tous les services confondus sont considérées. Toutefois, les aides à la restauration et aux immobilisations ne sont pas comptabilisées. Pour le volet participé, à l'exception d'être un OBNL jamais soutenu au programme du service de la culture, les conditions d'admissibilité sont les mêmes qu'au volet précédent. Je précise qu'un nouvel OBNL peut choisir de déposer au volet ligne de départ ou participer ou même expérimenter. Pour sa part, le volet expérimenté se distingue des 2 premiers. Premièrement, puisque l'admissibilité est réservée aux organismes attachés au milieu culturel. Donc, les organismes doivent être artistiques, culturels, des organismes de loisirs culturels ou de pratiques artistiques amateurs, des musées, des organismes spécialisés en patrimoine, des sociétés d'histoire ou tout organisme lié aux industries créatives. De cette manière, les OBNL communautaires ou d'insertion sociale qui étaient admissibles aux 2 autres volets ne le sont pas ici. Et deuxièmement, il n'y a pas de limite relative aux subventions reçues annuellement. Le plafond de 750 000 évoqué plus tôt ne s'applique pas à ce volet. Soulignons maintenant que certains organismes ne sont pas admissibles au programme Participation culturelle dans les quartiers. Les organismes non admissibles sont toutes les sociétés et les musées d'État, ainsi que le musée Loi, les organisations paramunicipales et organismes ou équipements inscrits à l'annexe D de la Charte de la Ville, les organisations dont la mission vise prioritairement la réalisation d'activités de recherche, tout établissement scolaire ou bibliothèque municipale, ainsi que les fondations d'organismes non admissibles au programme, notamment ceux inscrits à l'annexe D de la Charte de la Ville, les fondations et les organismes essentiellement voués à la redistribution de financement à des OBNL, des organismes qui agissent à titre de diffuseurs pour la Ville et finalement, tout organisme en situation d'infraction en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Le nouveau programme adopte une posture d'ouverture au sujet des partenariats, c'est-à-dire que la majorité des organismes peuvent être partenaires. À titre d'exemple, les partenaires peuvent être soit des OBNL admissibles au programme
ou non. Le milieu de l'enseignement et de la recherche peut également être partenaire, ainsi que des organismes à but lucratif qui sont liés à l'univers créatif. Mentionnons que l'appréciation des partenaires et de leur contribution au projet sera faite lors du comité d'évaluation, notamment en regard de l'équipe et des ressources dédiées au projet, de la pertinence du partenaire en regard des objectifs du projet, puis évidemment le projet lui-même, et l'impact sur l'OBNL demandeur. Il est fortement recommandé de nous contacter en amont de votre demande afin de discuter de vos projets de partenariat et de valider sa conformité. Regardons maintenant le financement. Alors, on va regarder les montants des subventions qui sont accessibles dans chacun des volets. Donc, en plus de lignes de départ, il y a 3 types de financement proposés pour permettre la réalisation d'une diversité de projets. Donc, pour ligne de départ, le maximum de la subvention peut atteindre 5 000 $ et le projet doit se réaliser sur une période maximum de 1 an. L'échelle micro est disponible pour les volets participer et expérimenter. Elle est idéale pour soutenir des projets se déroulant sur une seule année et permet une subvention maximale de 9 999 $. Pour sa part, le financement ponctuel, aussi offert au volet participer et expérimenter, permet de soutenir des projets qui se déploient sur une durée maximum de 2 ans. Le financement ponctuel peut atteindre un maximum de 50 000 $. Ce 50 000 $-là est pour l'ensemble du projet et non par année. Cette échelle est idéale pour soutenir des projets plus ambitieux, qui se déploient sur une période plus longue puis qui demandent plusieurs étapes et ou l'intervention d'une variété d'intervenants. Finalement, le financement structurant est disponible uniquement pour le volet participer. Il offre l'opportunité de mener des projets de plus longue haleine, soit des projets se déroulant sur une période allant jusqu'à 3 ans et exigeant la mise en place de partenariats. Les dépenses admissibles s'appliquent à tous les volets et à toutes les échelles de financement sans aucune exception. Très important, notez que la subvention octroyée ne peut dépasser 85 % du budget total du projet. Sinon, les dépenses liées à la coordination, la conception, la réalisation, la diffusion, l'évaluation et le partage des apprentissages sont admissibles. De même que les frais d'administration, la location de locaux, d'équipements, la promotion, la documentation, l'achat de matériel. Mais attention, il y a certaines des catégories de dépenses qui sont limitées à des pourcentages de la subvention octroyée, notamment les frais d'administration, de promotion, de documentation, de communication et l'achat de matériel non périssable. À garder en tête aussi que vous devez tout au long de votre projet ainsi que par la suite conserver toutes les pièces justificatives de vos dépenses, puisqu'en tout temps, le vérificateur de la ville peut les exiger. Certaines dépenses ne sont pas admissibles au programme Participation culturelle dans les quartiers, notamment toutes les dépenses qui auraient été engagées si le projet n'avait pas été entrepris, comme par exemple les opérations courantes, les frais d'entretien, de chauffage, d'électricité, de même que les immobilisations ou les améliorations locatives, les frais juridiques, les taxes municipales ou autres, ainsi que le déficit de l'organisme ne sont pas admissibles. De plus, toutes les dépenses engagées avant la date d'octroi de la subvention par les instances décisionnelles de la Ville ne sont pas admissibles, ainsi que tout dépassement du coût du projet. Regardons maintenant comment déposer une demande. Il existe un seul appel de projet pour le programme Participation culturelle dans les quartiers pour l'année 2025. La date limite pour déposer votre demande est le 18 février à midi. Et puis, il y a seulement une seule demande par organisme qui peut être acceptée. Aussi, si vous avez un projet qui est en cours, vous devez déposer au responsable du programme un bilan intérimaire du projet, au plus tard lors de la nouvelle demande de soutien.
Selon l'avancement de votre projet, vous pourriez être admissible au programme. Toutefois, aucune somme ne vous sera versée avant l'approbation de votre bilan final. Si vous êtes en défaut au sujet d'une subvention précédemment obtenue, vous n'êtes pas admissible au programme. Vous devez régulariser votre dossier avant d'obtenir de nouvelles subventions du service de la culture de la Ville de Montréal. Pour déposer la demande, il y a un seul formulaire en ligne pour l'ensemble des volets et des échelles de financement. Le cheminement au sein du formulaire est modulé en fonction des volets et surtout des échelles de financement. Par exemple, ligne de départ et l'échelle micro ont beaucoup moins de questions, tandis que les projets structurants déposés au volet participer demandent de répondre à plus de questions. Veuillez noter que la reddition de compte est modulée de la même manière. Ceci dit, le formulaire dépôt n'est pas à ce jour encore accessible. On n'est pas en mesure de vous confirmer à partir de quelle date il pourra être mis en ligne. Il y a une communication à ce sujet qui va être faite dès que possible. D'ici là, vous pouvez vous référer aux documents de préparation en format Word qui sont disponibles en ligne. Ils vous permettent de prendre connaissance de toutes les questions qui seront incluses dans le formulaire de dépôt et donc de pouvoir commencer à vous préparer dès maintenant. Contrairement à l'éventuel formulaire de dépôt qui sera unique, les documents de préparation sont relatifs aux différents volets du programme et aux échelles de financement. Veuillez vous assurer de sélectionner le bon document d'accompagnement. Au moment de la demande de soutien via le formulaire en ligne, vous devrez nous fournir obligatoirement plusieurs documents. Premièrement, plusieurs documents administratifs. Ces derniers sont vos lettres patentes et j'insiste sur complète, c'est-à-dire toutes les pages de vos lettres patentes ou toutes lettres patentes supplémentaires accordées, vos états financiers de votre dernier exercice, vos règlements généraux, la liste des membres de votre CA, une résolution de votre CA qui approuve la demande, qui confirme le montant et qui identifie la personne habilitée à signer la demande. On vous demande aussi le CV de la personne qui coordonne le projet ou de l'artiste ou médiateur, médiatrice en charge. Pour ligne de départ, on demande aussi un document qui présente la programmation régulière de l'organisme. Puis finalement, si votre projet est réalisé en partenariat, on a besoin de résolution du CA de votre organisme partenaire, d'une lettre d'engagement qui précise les rôles et responsabilités de chacun. Et puis évidemment, là, ceci est obligatoire pour le volet expérimenté et pour tout projet structurant. Au moment de déposer votre demande, vous aurez l'opportunité de contribuer à la récolte de données relatives à l'autodéclaration des organismes et à l'auto-identification des responsables de projet. À noter que l'analyse des données récoltées lors des appels à projets de nos anciens programmes en 2023-2024 a grandement nourri la refonte et nous a permis d'apporter plusieurs changements visant une plus grande équité. Dans une optique d'amélioration continue, nous poursuivons la récolte de données dans les prochaines années. Ainsi, vous serez invité sur une base volontaire à répondre à des questions relatives à l'autodéclaration qui nous permet d'avoir un portrait des organismes demandeurs et soutenus. Ces questions vont être intégrées à même le formulaire de demande dans une section spécifique. De plus, il y a un lien qui va vous être acheminé afin que les artistes ou chargés de projet puissent répondre, encore une fois, sur une base volontaire, à un formulaire d'auto-identification qui nous permet d'avoir un portrait plus juste des responsables de projets déposés et soutenus. Cette récolte de données est extrêmement importante pour la Ville de Montréal et l'analyse des résultats nous permet d'orienter nos actions pour mieux soutenir la vitalité culturelle sur le territoire montréalais. La refonte des programmes nous a donné l'opportunité de revoir le processus d'évaluation des demandes. Voici les étapes que doivent franchir les dossiers. Tout d'abord, l'admissibilité et la conformité de toutes les demandes sont vérifiées par les responsables du programme.
Par la suite, les demandes soumises à ligne de départ sont évaluées en fonction des critères pondérés par un comité interne constitué de représentants de la Ville et du ministère de la Culture. Pour leur part, les demandes soumises au volet participer et expérimenter traversent un processus en 2 étapes. Dans un premier temps, les projets sont évalués en fonction de critères pondérés par un comité de pairs externe à la Ville et au ministère. D'ailleurs, le recrutement de ces membres de jury se fait via un appel de candidature qui est actuellement en vigueur. Le dépôt des candidatures est toujours ouvert, mais si vous voulez participer comme membre de jury aux évaluations qui vont se faire en 2025, on vous demande de déposer votre candidature avant le 19 janvier à minuit. Donc, passez le mot et joignez-vous à cette belle aventure. Donc, le rôle de ce comité, c'est de noter chacun des dossiers déposés. Cette notation permet le classement des dossiers en fonction de leurs résultats et leur répartition en différents percentiles. Le résultat de cette évaluation est ensuite transmis à un comité formé de représentants de la Ville et du ministère. En fonction des notes obtenues à l'étape précédente, le comité répartit les dossiers sur le territoire montréalais au sein de ses différents arrondissements. La répartition des dossiers vise une répartition territoriale la plus équitable possible en regard des pondérations de chacun des arrondissements qu'on vous a présentés plus tôt. Ceci va favoriser la diversité des champs d'action et les disciplines représentées. Prenons maintenant le temps de jeter un coup d'œil aux critères d'évaluation des projets et aux pondérations qui y sont associées. Mais je vous invite à vous référer au guide du programme où vous trouverez plus de détails. Ligne de départ a 5 critères d'évaluation, soit le profil de l'organisme, le contenu du projet proposé, les participants anticipés, les moyens de réalisation du projet et finalement les retombées du projet sur l'organisme. On remarque ici que le plus important, c'est l'implication de l'organisme dans son milieu, la pertinence des activités proposées et finalement les retombées du projet proposé. Évidemment, pour ce volet, comme pour les autres, la cohérence de l'ensemble de tous les éléments du projet en fonction des objectifs visés, des participants et des besoins sera aussi pris en considération. Pour le volet participer, les projets sont évalués en fonction de seulement 3 critères d'évaluation, tous sensiblement de la même importance. Ce sont le contenu, les participantes et les participants et finalement les moyens de réalisation. Finalement, pour le volet expérimenté, les projets seront évalués en fonction de 4 critères d'évaluation. Les 3 premiers sont les mêmes que ceux du volet participer, auxquels on ajoute les retombées de l'expérimentation. Soulignons que ce critère est celui qui a le plus de poids dans l'évaluation. Il est donc souhaité que les projets du volet expérimenté favorisent les apprentissages et leur partage. Il y a 2 déclinaisons possibles pour le versement des subventions. Pour ligne de départ et les échelles micro et ponctuelles, on a donc tout d'abord un premier versement qui représente 90 de la subvention qui est fait au moment de l'octroi et un dernier 10 de la subvention qui est versée à l'organisme suite à l'approbation de son bilan final. Pour le volet structurant, le versement de la subvention se fait en 3 étapes. Donc, un premier versement qui représente 50 de la somme accordée suite à la résolution du comité exécutif de la Ville de Montréal. Il y a un deuxième versement représentant 40 de la subvention qui va être versé suite à l'approbation d'un bilan intérimaire, donc à peu près en mi-parcours. Et finalement, la balance de 10 va être versée à l'organisme, encore une fois, suite à l'approbation de son bilan final. Voici maintenant un aperçu du calendrier des prochains mois pour nos différents volets. Donc, de novembre à janvier et même début février, on est dans une période d'accompagnement.
On va le voir dans un instant. Il y a plusieurs moments qui vous sont dédiés. Vous pouvez venir nous rencontrer dans les différentes séances d'accompagnement ou d'autres activités pour bien préparer votre projet et surtout avoir l'opportunité de rencontrer d'autres organismes et d'éventuels partenaires. En février, vous l'avez bien compris, le 18, c'est le dépôt des demandes pour l'ensemble de nos 3 volets. Et on embarque ensuite dans la période d'évaluation, donc par les différents comités. Au mois d'avril, les organismes qui auront été sélectionnés pour ligne de départ pourront signer leur entente et commencer leur projet. Tandis que les organismes qui seront soutenus au volet participer et expérimenter, les dossiers vont être présentés pour approbation aux instances décisionnelles de la Ville à la fin du mois de mai ou tout début juin. Donc, les lettres de réponse viennent suite à ce passage aux instances décisionnelles. Et donc, les chanceux, les heureux qui seront subventionnés pour leur projet vont pouvoir déployer le tout dès juin 2025 et jusqu'à un maximum de 2028 pour les projets plus structurants. Regardons maintenant les différents outils qui sont à votre disposition. Alors, tout d'abord, on a différents schémas qui fait toujours bon d'avoir sous la main. Tout d'abord, on a un schéma sur le financement culturel qui est octroyé par la Ville de Montréal et ses principaux partenaires. Donc, ça peut vous aider comme organisme à savoir à qui adresser vos demandes de soutien financier en fonction du type de projet que vous avez. Donc, dans le schéma, on retrouve le ministère de la Culture, le Conseil des arts et des lettres du Québec, les services centraux de la Ville de Montréal, ainsi que les arrondissements et le Conseil des arts de Montréal. Finalement, on a une petite synthèse qui nous présente les nouveautés de la refonte de nos programmes. Et on a un schéma qu'on a en version simplifiée ou détaillée qui vous présente toutes les étapes que doit franchir une demande. Donc, c'est une belle opportunité de bien comprendre qu'est-ce qui se passe pendant les semaines où vous attendez une réponse. Finalement, il y a aussi un lexique qui a été développé cette année. Donc, un lexique qui, sans être exhaustif, il vise à partager une compréhension commune de certaines notions et surtout les rendre accessibles. Maintenant, quelques informations pratiques. Donc, il y a eu 2 séances d'information qui ont été tenues à la mi-novembre. On a aussi 3 séances d'accompagnement à vous offrir. Si vous voulez participer, on vous invite à vous inscrire. Donc, la première séance d'accompagnement est prévue lundi le 9 décembre à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Donc, la séance est en continu, donc de 13h30 à 16h30. En continu, c'est-à-dire que vous arrivez quand vous voulez, vous pouvez partir quand vous voulez. C'est libre, c'est décontracté. C'est une occasion de venir rencontrer tous les responsables du programme, de poser vos questions, de tester des idées, mais aussi de rencontrer d'autres organismes et des intervenants dans les différents arrondissements. Il y a une deuxième séance d'information qui est prévue le 15 janvier, cette fois-ci au Cabaret du Lion d'Or, encore une fois un après-midi en continu. Cette séance d'accompagnement va être suivie d'un 5 à 7 de réseautage où le milieu culturel est convié. Et finalement, une dernière séance d'accompagnement mercredi le 22 janvier qui se déroule cette fois toujours en continu, mais en matinée à la Bibliothèque Saint-Pierre à la Chine. Une autre nouveauté cette année, c'est une clinique de rédaction, une clinique qui va se tenir le 29 janvier prochain en après-midi au même Centre des mémoires montréalaises. Donc, on est
quelques semaines avant la date limite. C'est le temps d'arriver avec votre formulaire, de travailler son contenu, vous assurer que vous répondez bien aux questions, que vous êtes clair et que vous arrivez à bien transmettre vos idées. Les responsables de programme vont être sur place pour vous accompagner. Finalement, pour toute question ou toutes les communications, il y a une adresse courriel dédiée. Donc, on vous invite à nous écrire à développement culturel MTL à montréal.ca. Sur ce, on vous remercie et on est très hâte de lire vos projets. Bonne journée!